Bien, bonjour. Bonjour. Merci à l'Institut Gregory Bateson d'accueillir le village systémique et donc, comme ça devient un peu une nouvelle proposition sur le village systémique, c'est de faire des petites vidéos pour présenter les personnes qui font partie du champ de la systémique. Eh bien, voilà, Monsieur Jean-Jacques Wittezel, merci. Madame Garcia, merci. La première question, ce sera quel est votre parcours à tous les deux? Comment vous êtes rentrés en systémique, je vais dire, et qu'est-ce qui vous a fait vous rencontrer aussi? Je sais pas. Tu veux commencer? Bon. Alors, moi, donc, j'ai fait des études de psychologie, je dirais assez traditionnelles, à Liège. Et puis, je dois dire que je n'ai pas été vraiment trop séduit par les études. Je trouvais que je ne m'y retrouvais pas. Ça ne correspondait pas à ma manière de voir les choses. J'avais le sentiment qu'on mettait des étiquettes. Donc j'aimais déjà pas trop cette façon de faire. C'était jeune, hein, c'était très plus affectif, je dirais, que intellectuel. Il y avait une espèce de réticence. Et puis, voilà. Et puis je trouvais aussi que c'était peu efficace et que en sortant de mes études, je me sentais extrêmement démuni pour aider qui que ce soit, en fait. Déjà, je ne m'y retrouvais pas tout seul. Et puis, voilà, donc moi j'étais intéressé aussi par l'art, par la peinture, et donc je me suis dit que j'allais plutôt m'orienter vers quelque chose qui me permettait de m'épanouir moi. Et puis, il se trouve qu'un de mes professeurs de Liège, de Vichère, m'a proposé de faire un peu de recherche dans ce service, donc j'ai commencé à faire de la recherche. Mais finalement, ça ne m'a pas non plus tellement intéressé, parce que c'était une recherche aussi. Alors, en deux mots, on devait prouver, je dirais plutôt d'une certaine manière, le danger de la violence à la télévision, au cinéma. Et je trouvais que c'était un peu court de partir déjà avec cette espèce d'a priori. J'aurais préféré qu'on tienne compte aussi, qu'on essaie de comprendre aussi pourquoi il y avait autant de violence dans cette société, qui se reflétait dans les médias, bien entendu, mais voilà. Donc, déjà, je crois que cette absence de vision globale me rebutait un peu. Et donc voilà, donc j'ai fait un peu de recherche, et il se trouve que en travaillant à l'Université de Liège, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un, Marcel Brisebois, qui travaillait dans le secteur de la protection de la jeunesse, qui était directeur de Home, et qui m'a intéressé dans sa manière de voir les choses, et donc je suis entré, voilà, je suis devenu psychologue dans un foyer, et là, j'ai vécu le début du travail avec les familles, c'est-à-dire un peu ce constat au départ qui était, plutôt que de stigmatiser les familles en enlevant leurs enfants, et stigmatiser les enfants en les délocalisant, je dirais, et en les coupant de leurs liens affectifs, etc. L'idée était peut-être plutôt que sanctionner les lacunes, plutôt essayer de développer les ressources de ces familles. Et donc de laisser l'enfant et d'amener ces familles à reprendre en main l'éducation de leurs enfants. Donc ça a été mon premier contact avec, non pas un travail individuel, mais subitement, je me suis retrouvé face à des familles. Le projet était beau, séduisant, l'idée était intéressante, mais alors le constat qui était quand même un peu effrayant à l'époque, c'était que c'est bien beau de dire on va laisser le jeune dans sa famille et aider les parents à reprendre en main leur éducation, mais comment on fait? Et donc là, ça a été le problème. Donc on se dit, où est-ce qu'on va trouver des informations? Les gens qui travaillent avec les familles, et notamment les thérapeutes familiaux, doivent certainement pouvoir nous apporter des choses. Donc c'est comme ça que moi j'ai été en contact d'abord avec les travaux et les formations avec Caïn, qui est quand même pionnier en Belgique, qui a mis quand même toutes ces idées-là à la disposition, non seulement des psychologues et psychiatres, mais aussi des travailleurs sociaux, ce qui est quand même, à mon avis, vraiment une marque de la Belgique. Le systémique en Belgique, c'est vraiment à commencer, je trouve, plutôt dans le travail de terrain, donc très concret. Donc ce côté concret aussi, proche des gens,
et trouver des moyens de les aider en ayant cette vision globale et sans se focaliser sur un porteur de symptômes, mais en voyant un peu l'ensemble de la situation, était séduisante. Alors, voilà, quand on commence à s'intéresser un peu à la thérapie familiale, on tombe relativement vite sur Palo Alto, puisque quand même, beaucoup de choses sont nées là-bas, Bateson a travaillé là-bas, la théorie de la double contrainte, c'est là-bas que ça s'est passé et tout. Voilà. Et puis, voilà, j'ai été orienté, donc ça m'a intéressé, j'ai découvert l'approche de Palo Alto, et là, ça a été une espèce de tout tomber dans les cases. Aussi bien mes intérêts philosophiques, je dirais, que mon envie de faire un métier où je pouvais réellement être aidant pour les gens, ben j'avais l'impression que voilà, ça correspondait à ce que j'avais toujours eu envie de faire. Voilà. Mais c'était encore par les lectures. Et il se trouve que j'ai été à ce moment-là invité aussi à un écran témoin à l'époque sur le travail avec sur la protection de la jeunesse. En tout cas, je ne sais plus quel était le titre du débat exactement. Il se trouve que j'ai été invité, qu'il y avait le ministre à l'époque, mon fils, qui était invité aussi. On a discuté avec Robert Louis après, je crois, on a pris un coup après. Robert Louis nous a mis en contact, le ministre et moi, et puis je lui ai dit au ministre, il semblerait qu'il y a des choses qu'on peut aller chercher là-bas, à Palo Alto, et qui pourraient être utiles pour notre secteur, pour mieux travailler, pour mieux réinsérer ces jeunes dans leur famille. Et voilà, et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé en 83, après quand même, à Palo Alto. Et au MRI de Palo Alto, donc Mental Research Institute de Palo Alto. Et là, j'ai eu l'occasion de voir travailler Paul Watzlawick, Jacques Klein, en direct, donc de voir vraiment ce que j'avais lu voulait dire. Je veux dire vraiment comment ça se passait. Et là, je me suis dit, ça a complètement orienté ma vie, jusqu'aujourd'hui en tout cas. Et en plus, il se trouve que quand j'étais à Palo Alto en 83, il y avait une Teresa qui était là aussi. Donc il y avait un parcours un peu différent, on en parlera, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Alors je ne sais pas si tu veux expliquer ton parcours. Mon parcours est très différent. Moi j'ai fait mes études au Mexique, je suis mexicaine d'origine, donc il y a eu une scolarité qui était beaucoup plus pragmatique en fait. L'université vise beaucoup plus à créer, comme ils disent, des praticiens, beaucoup moins des chercheurs ou des théoriciens. Donc l'efficacité, être en contact avec diverses manières d'expliquer les comportements humains. J'avais déjà eu des cours de thérapie gestalt, de thérapie différentes, de thérapie cognitivo-comportementale, etc., qui à l'époque étaient nouvelles. Et tout petit peu, on commençait à peine à parler systémique. Donc j'ai eu l'opportunité de venir faire mes études en Belgique, étonnamment. On ne s'est pas rencontrés à cette époque-là du tout. Moi j'étais à l'Université libre de Bruxelles. Et c'est là-bas qu'à la fin de mes études, je me suis dit, tiens, ça m'intéresserait de continuer à explorer d'autres types de thérapies. Et j'ai eu la grande chance de tomber encore une fois sur l'équipe de Muriel Caïn. Edith Golbeter était donc ma première formatrice en thérapie familiale. Ça m'était très très difficile parce qu'en même temps, j'étais très ouverte à avoir à comprendre ou étudier les comportements humains de manière différente, mais cette manière de voir systémique était vraiment très très en rupture avec des modèles plus américains qu'elle avait pu aborder avant. C'était l'IEFSH? C'était une toute première formation qu'il y en avait chez Edith Golbeter, parce qu'il n'y avait même pas de locaux à l'époque, et elle avait même prêté vraiment pour que ça puisse se faire. C'était une toute première formation. D'ailleurs, il n'y avait pratiquement que des gynécologues et moi, donc c'était assez étonnant comme groupe. Et de là, elle m'a parlé de Palo Alto, et bon, voilà, j'ai discuté avec différentes personnes. Je me suis dit, bon, j'ai les possibilités, le temps et le matériel financier pour pouvoir y aller. Et je suis partie à Palo Alto. Alors c'était assez étonnant, parce que c'est vrai qu'il y avait à Palo Alto à l'époque un peu deux groupes. Il y avait vraiment les groupes systémiques, qui était toute la famille ensemble, il fallait vraiment tenir compte de toutes les interactions, les observer soi-même, etc. Il y avait les groupes rebelles,
du centre de thérapie brève, qui m'avait même dit d'essayer d'éviter le plus possible. Donc je passais les 2 premiers mois à essayer d'éviter autant que possible ce bande de fous qui étaient des considérés comme des hérétiques. Hein. Ah oui, thérapie. Les hérétiques, il fallait absolument éviter. Vraiment, je les évitais physiquement dans les escaliers. D'ailleurs, c'était difficile parce qu'ils faisaient continuellement des blagues, ils bloquaient les chemins de la route, alors on n'arrivait plus à passer, etc. Et c'était très, très sympathique. Et alors, voilà, j'ai eu la terrible chance, ou malchance, que la plupart de mes professeurs des cours de systémique sont tombés malades. Et donc, qu'est-ce que je vois arriver? Paul Václavic qui me donne cours, James Cohen, qui on en a parlé, qui travaille aujourd'hui dans les problèmes de dépression, et d'autres personnes qui participaient complètement dans les groupes de thérapie. Et je me suis dit, mais c'est fabuleux ce qu'ils font ces gens. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard, parce que c'est vrai que c'est trop Il se trouve que, si je peux me permettre, il se trouve que moi, comme j'étais parti 3 mois là-bas dans un programme résidentiel, j'avais accès au centre de thérapie brève. Le sanctuaire, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y avait 2 résidents à la fois, donc j'étais un des 2. Et donc moi j'étais là-dedans, j'ai rencontré Teresa qui elle n'avait pas accès à l'époque au centre de thérapie brève, bien entendu. Et donc on a commencé à discuter thérapie brève et thérapie systémique ensemble, et puis ça a donné aussi l'envie à Teresa de venir, parce que les choses que je racontais sur les situations que je voyais. Ce que vous pourriez dire, l'un comme l'autre, par exemple, dans votre rencontre avec Paul Václavic, qui nous a quittés malheureusement récemment, qu'est-ce qui vous a séduit dans sa façon d'aborder la systémique et le travail avec les familles? Paul Václavic en particulier? Oui, et d'autres éventuellement. Oui. Mais je pensais à Paul Václavic en particulier. Oui. Ben, je pense que, d'une part, c'est un peu paradoxal, Paul Václavic, je trouve, parce qu'il était en même temps quelqu'un d'une apparence assez distante, froide. C'est quelqu'un qui avait été quand même formé à l'analyse, qui avait été psychanalyste jungien quand même au départ. Et de voir en même temps ce côté très pragmatique. C'est un philosophe aussi. C'est un philosophe, donc vraiment pas du tout d'études, au départ, pas du tout psychothérapeute, hein, à l'origine. Pas très intéressé par ça, donc plus par les grandes idées, je dirais. Il avait côtoyé Bateson, qui n'était pas du tout non plus un praticien, mais aussi un théoricien, et en même temps quelqu'un qui pouvait être tellement proche des gens, et avec ce souci de leur permettre de sortir rapidement de leurs difficultés. Donc cette espèce de grand écart entre une espèce de position très haute, philosophique, épistémologique, voilà, et en même temps ce souci très concret du mieux-être, je dirais, des patients qui venaient trouver. Je crois que ça, c'était impressionnant de voir qu'on pouvait en même temps avoir une envergure, comme ça, une vision extrêmement large, et en même temps vaciller. Oui, c'est quand même un des piliers du constructivisme. C'est vraiment... Oui, il y avait aussi ce contraste entre la rigueur. C'était un homme qui passait tout son temps comme ça, avec les yeux fermés, pour vraiment entendre, malgré qu'il y avait évidemment une ascendant, il était comme ça, il écoutait. Et tout d'un coup, il ouvrait les yeux, et un homme qui était sérieux, pouvait prescrire des tâches imaginatives et drôles à des gens. C'était fabuleux. Il prenait le téléphone et il pouvait à ce moment-là vraiment un élan de chaleur et de brillance comme ça, très intéressant. Vous avez une anecdote peut-être? Moi j'en ai une parce que je la raconte assez souvent, c'est pratiquement le premier cas que j'ai vu quand j'ai fait arriver à Palo Alto. Une famille qui arrive. Il y avait, ils étaient nombreux parce que tout le monde était concerné, ils vivaient dans une grande maison, donc on avait 3 générations concernées. Il se trouvait que depuis des mois, la dame donc, en question faisait des cauchemars toutes les nuits. Des cauchemars où elle rêvait qu'il y avait une espèce de forme qui venait pour l'emporter. Et donc à ce moment-là, elle hurlait,
se réveillait en hurlant, elle réveillait toute la maison, donc tout le monde était inquiet, et donc ça finissait par poser problème à toute la famille, et on ne trouvait pas de moyen de faire en sorte que ces cauchemars s'arrêtent. Et là, c'est Dick Fish, donc, qui menait l'entretien, c'est lui qui était dans la salle d'observation, en train d'écouter, comme Thérèse a dit, comme ça. Subitement, il prend le téléphone, il y a un téléphone intérieur, et il demande, il dit à Dick Fish, qui faisait la séance, peux-tu demander à cette dame si elle serait d'accord de faire une expérience? C'est une expérience qui n'est pas du tout dangereuse, ni coûteuse, ni quoi que ce soit, mais on ne lui expliquera pourquoi on lui demande de faire cette expérience que la fois prochaine. Dick Fish transmet, la personne, tout le monde se regarde, ils disent bah oui, dites toujours. Et donc Vaslavi poursuit en disant voilà, est-ce que cette dame pourrait, tous les soirs, quand elle va aller se coucher, mettre au pied de son lit une chaise et la recouvrir d'une couverture? Et c'est tout. Donc Dick Fish transmet, et voilà, mon collègue, tout le monde se regarde encore en disant pourquoi? Et donc Dick Fish répond bah, comme mon collègue vous l'a dit, on vous expliquera pourquoi la fois prochaine. Est-ce que ça vous paraît possible? Bah, oui. Et moi je suis là, c'est très bien. Et donc j'attends avec impatience la séance suivante, bien entendu. Et donc les gens reviennent et disent voilà, depuis le premier soir, plus cauchemar. Et je reste là en me disant c'est quoi la magie? Et voilà, et donc j'avais trouvé Vaslavic et lui dire pourquoi? Ben, il dit tout ce que les gens essayaient de faire, c'était d'apporter des solutions rationnelles à ce problème. Mais les cauchemars, les fantômes, c'est irrationnel. Et moi, je lui ai fait créer son propre fantôme. Et à partir de là, quand même, il l'avait construit. Voilà, il avait pas rien à craindre. Et là, bon, c'était... Alors, quand on arrive là-bas, dans un centre de thérapie brève, et qu'on voit une séance comme ça, et le résultat que ça peut avoir, ça a un impact. On a envie d'en savoir plus. On a envie. Et puis on a envie de faire pareil, surtout parce que d'un coup, de baguette magique, pratiquement, il résout un problème qui est gênant pour la vie de cette famille depuis des mois. Et donc voilà, ça c'était l'anecdote par exemple. Alors c'est vrai que c'était magique d'être là-bas, c'est clair. Il y a en plus ce trio, John Wickland, qui est pour moi un des plus brillants thérapeutes. Il est moins connu, c'était un homme plus à profil bas, il avait travaillé beaucoup en anthropologie aussi, avec Bateson, c'est Bateson qui l'avait mené. Et c'était un homme brillant, mais qui ne voulait pas nécessairement... Bon, il faisait un peu... D'ailleurs, il disait toujours que c'était un homme qui venait du centre de l'Amérique, qu'il était un petit gars de la campagne. Un petit gars de la campagne, et il se présentait toujours, mais c'était... Avec une position basse par rapport à tous ses patients, c'était... Mais... Oui, il n'y avait pas un mot de trop, pas un trop peu. Chaque mot était vraiment étudié. C'était la personne qui a eu le plus de contact avec Milton Erickson, c'était un Erickson. Tous ces gens-là avaient quand même aussi été en contact avec Erickson, Bateson, je veux dire, c'était pas... Ils avaient été à l'école, quoi. Et il était d'une gentillesse. Après, on est rentré, enfin, d'abord, on est parti, on a ouvert le centre de thérapie brève de Mexico. À l'époque. Et puis, finalement, moi, pour des raisons culturelles, etc., je ne me sentais pas trop bien là-bas, puis on est revenu s'installer ici. Mais donc, on a gardé des contacts avec Palo Alto après. Et donc, on essayait de transposer ça ici, d'appliquer la méthode ici. On a introduit ça dans la protection de la jeunesse pour commencer, d'ailleurs. Ça a été notre terrain d'essai, je dirais, mais bon, voilà. Et alors, il y avait des tas de fois où on était perdus, on disait, mais ça correspond à la mentalité américaine, ça, mais chez nous, ça ne marche pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc, on retournait là-bas, on allait voir John Milton en disant, ça ne va pas pour nous. Et elle disait, alors, dites-moi, quel est le problème? Et puis, on se rendait compte que c'était simplement notre incompétence, notre manque de connaissances qui faisait qu'on se rendait en boucle parfois dans certains... Et ainsi, un peu pour tout, on a tellement aimé que moi, j'ai passé pratiquement 5 ans de ma vie là-bas, en collaborant avec eux, c'était
fabuleux. Il y a Big Fish, bien sûr. Et lui, c'est vraiment d'une. Comment on dit, comme un razor blade. Tranchant, comme une lame de rasoir. Passe à travers. Parce qu'après, donc. Précision, Teresa dit 50, donc elle est restée plus longtemps que moi parce qu'elle a fait une formation plus large au départ. Et puis ensuite, nous deux, donc on est rentré en Belgique, puis on est retourné 2 ans là-bas. Parce que justement, c'est le fait qu'on s'est rendu compte que, soi-disant, la culture changeait beaucoup les choses, on s'est dit, c'est surtout nous qui avons une vision qui n'est pas suffisamment étoffée, une vision systémique, justement. Parce que même ces gens qui font de la thérapie brève et qui ont l'air d'être des techniciens purs, sont finalement imprégnés d'un autre regard sur les situations, sur la vie des gens, sur la genèse des problèmes et sur le mode de résolution des problèmes. Mais tout ça a été étayé par une expérience de 30 ans. Et donc on s'est dit, on doit aller étoffer ça. Donc on est retourné là-bas, où on est resté au centre de thérapie brève pour parfaire notre formation, mais aussi en allant à Santa Cruz, à l'université de Santa Cruz, où sont rassemblées toutes les archives de Bateson, et on s'est aussi imprégné un peu tout ce début qu'est-ce qui fait que subitement cette vision systémique est apparue, à quelle question elle a répondu, et qui se posait dans l'esprit de pas mal de chercheurs à l'époque. On peut parler de Gregory Bateson, son père William, et puis le moment où il vient comme anthropologue, il sort un peu du côté scientifique là. Je pense que c'est un de vos articles qui en parle de Gregory Bateson. Oui, bon, on en a parlé mal dans la chef de l'école de Palo Alto, oui, quand même. Et qu'il vient avec la schizogenèse, pas genèse, pardon. Schismogenèse. Ouais, j'ai toujours une difficulté pour retomber sur. Ou effectivement, comment vous l'expliqueriez ce tournant qu'amène Gregory Bateson et effectivement qui a été un peu déclencheur de quelque chose au niveau de l'école c'était avant l'école de Palo Alto. C'était avant l'école de C'était avant ça. Mais Bateson, quand il était anthropologue sur le terrain dans les années 30 en fait, il a tout de suite été intéressé par ces questions épistémologiques. Donc, comment est-ce qu'on construit notre connaissance du monde, en fait? Parce que lui, il devait expliquer, je dirais, la vie d'une culture différente dont il ne parlait pas le langage, etc. Donc, il observait les choses, et puis ensuite, il devait essayer de donner une explication, faire du sens avec ça, donc expliquer. Et donc, tout de suite, il a été intéressé par... On ne peut expliquer qu'en utilisant des théories explicatives. Et si les théories ne tiennent compte que d'un individu, par exemple, on donnera une explication qui est limitée à l'individu. Mais manifestement, il voyait qu'il y avait des phénomènes qui étaient interactionnels, où l'intervention d'une des personnes changeait le comportement de l'autre. Donc, il s'est rendu compte qu'il fallait inventer presque un langage, un autre regard pour pouvoir vraiment parler de cette phénomène. Et alors, je pense que la description ne suffisait plus. Voilà. Et donc, il amène alors une autre dimension qui est la relation. Voilà, qui amène l'interaction. Et donc, lui-même, comme tous les autres scientifiques qui ont été à l'origine de la cybernétique et de la théorie générale des systèmes, c'est finalement, je dirais, parce qu'ils étaient confrontés à des problèmes. Il y a des choses qu'on voit et dont les théories ne rendent pas compte. Donc, donc il faut créer des nouvelles théories. Il faut créer une nouvelle méthode scientifique. C'est une quête très large quand même. Il faut trouver une autre méthode scientifique qui permet d'avoir une espèce de vision globale de ces phénomènes intégrés finalement, ces phénomènes organisés. Si on découpe ces phénomènes organisés en leurs parties constitutives, on perd énormément d'informations essentielles pour expliquer comment ces choses restent organisées. Et donc, il faut qu'on découvre des moyens de rendre compte de ces phénomènes dans leur globalité. Comment on le fait? On ne sait pas comment on le fait. Et voilà que des physiciens se posaient la même question, que des ingénieurs se posaient la même question, que des biologistes se posaient la même question, et qu'un jour, heureusement, ils se sont dit, si on se mettait ensemble pour essayer de trouver des réponses. Et le groupe de la cybernétique est né comme ça. Des conférences Messi, où il y a eu tout ce... Sans doute à cause de la guerre en partie, parce que les disciplines étaient tellement cloisonnées à l'époque qu'il n'y avait pas...
il n'y avait même pas de prise de conscience, je dirais qu'ils étaient tous à la recherche de mêmes outils méthodologiques. Mais quand ils se sont retrouvés, pour une bonne partie, immigrés aux États-Unis, à cause de la montée des nazis ici, donc voilà, et ben, du coup, ça a créé des liens, et puis ils sont constatés, mais finalement, on se pose les mêmes questions. Si on se mettait ensemble pour essayer de trouver des réponses, et c'est la sidéralité. Gregory Bateson fait le lien avec les sciences humaines, essentiellement, en tant qu'anthropologue. Du coup, lui, après, une fois que les concepts ont été établis, qu'on a commencé à parler d'information, d'échange d'informations, de codage d'informations, de structuration d'informations, etc., mais de manière très large, très très générale, lui, il m'a dit, moi qui suis quand même des sciences humaines, l'anthropologie, il faut revoir un peu, il faut reconstruire les sciences humaines à partir de ces nouveaux concepts. Et voilà. Et le hasard fait qu'avec son équipe, il se trouvait dans un hôpital psychiatrique parce qu'il donnait des cours d'anthropologie à des psychiatres, et que du coup, quand il a commencé à essayer de comprendre de manière très large au départ, ils étudiaient le dressage des chiens aveugles, le jeu des animaux, pas du tout la psychiatrie. La psychiatrie est venue par hasard, je dirais. Parce qu'il était dans ces locaux. Parce qu'il était dans le local, enfin parce qu'il travaillait à l'hôpital, que ses bureaux étaient là, et que bien entendu, des psychiatres ont dit, si vous vous intéressez aussi un peu à des patients qui ont aussi des discours, donc qui débitent des informations incompréhensibles, si vous nous éclairiez peut-être un peu avec vos nouvelles théories. Et voilà comment est née la double contrainte. Et donc là, on est dans les années 60. 50. Ah oui, la double contrainte 56. 56, l'article, le premier article sur la double contrainte 56, donc il y a 50 ans. Oui, et voilà. Et là, ça a été le début de toutes les... il ne faut pas mettre les femmes dans les thérapies, parce que il y a tellement reproché à tout le monde d'appliquer les théories. Donc, un peu trop vite, de manière ad hoc. Mais il y avait Jackson Don Jackson, qui était là, qui travaillait avec lui, qui était un brillant, qui était un psychiatre, qui avait un sens clinique extraordinaire, d'après tout le monde, et qui était en plus quelqu'un de très charismatique, et qui donc a dit, après la théorie de la double contrainte, il a dit, bon, d'accord, c'est bien beau d'analyser les choses comme ça, mais il faudrait quand même qu'on puisse venir en aide à ces patients qui souffrent. Mais donc il faut inventer de nouvelles méthodes thérapeutiques. Et il a créé le MRI en 1953. Et là, on rentre dans la dimension plus pragmatique. Et là, on est alors dans comment venir en aide. Pas simplement comment considérer, comprendre, analyser, mais comment intervenir aussi pour soulager la souffrance. C'est la deuxième étape. Vous arrivez alors en 83, c'est ça? En 81. Et 81, c'est déjà bien parti. C'est la deuxième génération, on va dire, des intervenants. Vous restez 5 ans, puis vous retournez 2 ans. Et après le petit passage à Mexico, donc vous décidez de monter une équipe ici. Ça s'est passé comment? Par rapport notamment, vous parliez du rapport avec la protection de la jeunesse, etc. Donc, je pense à des gens comme Jacques Lumakers aussi qui ont pas mal travaillé aussi dans le secteur de la justice, etc., qui étaient aussi sur les mêmes questions, qui étaient en relais aussi avec des gens de Palo Alto. Ça ne devait pas être simple au début d'amener ce genre d'idées. C'est pas ça. D'une part parce qu'on n'y connaissait pas encore vraiment grand-chose. Voilà, on n'était pas nous-mêmes. Je crois qu'on est rentré, on avait, ce qu'on avait, c'était l'enthousiasme, ça c'est clair. Je pense qu'on était tous les deux, en plus on était ensemble, on s'était rencontrés là-bas, et donc il y avait une dynamique qui s'était créée. On est venu, on a commencé à travailler dans la protection de la jeunesse, on a acheté une caméra, on a filmé les entretiens, et on a eu la chance, parce qu'on a pu effectivement aider des gens assez vite, mais on s'est heurté à toutes les institutions qui étaient en place, on a essayé d'introduire des nouvelles pratiques, donc ça, bien entendu, provoqué pas mal de réactions de résistance. Et de peur, résistance. Et de peur aussi, de méfiance, je dirais fondée, avec le recul. Mais en même temps, c'était bien parce que même si c'était difficile pour nous, ça nous a obligés à étayer de plus en plus notre approche. Et je crois que... À mieux expliquer ce qu'on faisait, à mieux formaliser, même pour nous, pour être rigoureux. Il y
il y a devoir être à l'auteur, puisque quand on accepte de prendre la situation d'un jeune qui a une grande difficulté, il faut faire ses preuves au départ aussi. Et évidemment, on ne vous envoie pas les situations les plus simples. Puisque vous avez une nouvelle méthode, allez-y avec ces jeunes qui a déjà depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, on n'a pas pu trouver aucune réponse. Surtout qu'on demandait quand même des changements. On demandait à pouvoir avoir des rencontres avec le juge directement, le juge de la jeunesse, ou en tout cas le délégué, pour qu'ils puissent expliquer ce qu'ils attendaient. C'était des pratiques, ils avaient l'impression qu'on était intrusifs. Bon, on se mêlait de ce qui ne nous regardait pas. Puis finalement, ça a pris du temps, mais petit à petit, je crois que tout le monde s'est dit, mais finalement le cadre est beaucoup plus clair comme ça. On arrive mieux à distinguer les enjeux. Et donc, progressivement, il y a eu une acceptation et même un intérêt aussi qui s'est étendu. Oui, les assistants sociaux, ils ont trouvé aussi une place un peu différente, qui crée une synergie. On travaillait plus en équipe, même avec les juges, etc. Donc, ils ont, je crois, trouvé aussi un confort et des défis nouveaux, etc. C'était assez intéressant. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on se dit quand même, on a quand même toujours affaire à des difficultés relationnelles entre parents et enfants, ou adolescents. Et que nous, on était intéressés aussi de pouvoir ouvrir ça à plus de personnes et aussi à s'intéresser à d'autres problématiques que ces problématiques-là. Et donc, on s'est dit, ce serait peut-être intéressant qu'on crée notre propre structure, finalement, qui nous permettra de pratiquer aussi auprès d'un autre public, d'un public. Et voilà comment, il y a 20 ans, on a créé ce qui s'appelait à l'époque le centre Grégory Bateson. Vraiment, au départ, on faisait tout, on vidait les cendriers, on nettoyait par terre, on n'avait pas d'argent, on a fait ça en plus, on avait une petite équipe de personnes intéressées. On faisait des soirs après le travail, puisqu'évidemment, il fallait qu'on gagne notre vie encore et qu'on reste travailler. On nous donne des cours aussi. On donne des cours, voilà. On a commencé la formation. À l'école, il y a une école sociale ici à Liège qui nous a demandé d'organiser une formation à l'approche systémique. Donc on a aussi continué à devoir étayer notre approche au niveau théorique. Voilà. Et puis donc à ce moment-là, on est reparti 2 ans là-bas pour compléter bien ça aussi. Puis il y a eu le bouquin, en fait, quand on était à Palo Alto, j'ai écrit un petit mot aux éditions du Seuil en disant voilà, est-ce qu'on a envie de publier un livre sur Palo Alto, ça nous intéresse. On a envoyé 20 pages, ils ont dit ça marche, et on a fait le bouquin. Je me souviens, c'est juste avant Noël qu'on a reçu la réponse. Et c'est vrai que c'était très intéressant parce que les livres en même temps nous a poussé aussi à aller voir d'autres personnes dont on avait lu les livres, etc., mais qu'on n'avait pas vraiment rencontré, comme Von Forster. Là, on a eu vraiment beaucoup de contacts pour travailler avec lui et pouvoir tout faire. William Fry, qui avait été dans la toute première équipe de Bateson, qui est toujours psychiatre, qui utilise beaucoup l'humour. Et donc on a eu des contacts avec les personnes qui étaient un peu plus à la périphérie et qui étaient très intéressants et qui ont pu vraiment nous parler de l'évolution, de comment décider. Et voilà, et comme dirait John Wickland, une chose en entraîne une autre. Et parmi toutes ces choses, jusqu'à aujourd'hui, il y a une étape plus marquante dans l'histoire de l'Institut Grégory Bateson. Je pense notamment peut-être à votre dispatching sur Paris aussi. L'ouverture c'est fait en partie grâce au bouquin. Déjà, comme les éditions du Seuil étaient intéressées, c'était eux qui avaient publié toute l'œuvre de Bateson, le bouquin de Slavik. Donc tout naturellement, ils ont été intéressés par le bouquin. Et donc là, ça a été le premier contact avec la France, je dirais. Et c'est en discutant avec Jean-Luc Géribonne, donc le directeur de collection du Seuil à l'époque. Il y avait énormément de gens. Il y a beaucoup de personnes intéressées, mais il n'y a apparemment pas beaucoup d'offres de formation. Voilà, et nous on s'est dit, oui, pourquoi pas finalement. Voilà, et c'était rigolo à l'époque. On est descendu, on avait deux voitures, on avait fait des affiches. On avait des affiches pour dire voilà, on organise une formation. On n'imaginait jamais que des gens allaient venir payer sur un compte sur base d'une affiche, vous voyez. Et c'était complet depuis pratiquement la première groupe qu'on a fait. A été complet jusqu'aujourd'hui.
Et bah, c'était... Et voilà, et depuis ça ne s'est pas arrêté. Je crois que, enfin, si on avait eu plus de temps, si on avait été mieux organisé, si on avait été peut-être plus formé au métier de directeur d'un institut comme l'IGB, parce que c'était pas notre boulot au départ. Notre métier, c'était thérapeute. C'était pas gestionnaire. Et donc je pense que si on avait consacré plus de temps à ça, quand on voit l'intérêt, je pense qu'on aurait pu faire un institut. Mais bon, c'était pas non plus... On avait envie de garder les choses à taille humaine, on avait envie de ne pas vendre du Palo Alto, mais plutôt on était axé sur la recherche, développer les outils, ça c'était notre priorité. Et je pense que ça a été un bon choix, même si on est moins riche qu'on aurait sans doute été si on avait fait autrement, je crois que c'était un bon choix. Moi, ce que j'ai regretté beaucoup à l'époque, c'était ces querelles d'école à l'intérieur de la grande famille systémique. Et au départ, on voulait mettre simplement annoncer les formations qu'on organisait en France, par exemple, dans des revues systémiques, et nous refuser les annonces, parce que c'était pas le temps. Ça a beaucoup changé. Et maintenant, moi je suis vraiment très content de renouer des contacts avec Moni, par exemple, où on se retrouve et où je pense qu'on est solidaires, on se rend compte qu'on appartient à la même famille et que même s'il y a des divergences techniques ou méthodologiques, on a quand même cette vision globale. D'idées, en termes philosophiques, éthiques, il y a les prises de position communes qui sont très importantes. Oui, donc je crois qu'on a, s'il y a des adversaires en face de nous, c'est pas à l'intérieur de la famille systémique qui sont les trouve, mais il y a quand même d'autres écoles qui continuent et qui cherchent à s'imposer aussi, mais qui ne tiennent pas compte de la relation, de l'interaction, et je pense qu'il est important qu'il y ait une diversité, je crois pas, systémicien, on ne l'est pas, mais c'est important qu'on fasse entendre sa voix aussi. Et donc on puisse prendre des positions. Et je crois que cette solidarité nouvelle à l'intérieur de la famille systémique, c'est une bonne chose. Enfin, c'était évidemment pas le village, enfin moi, le village systémique qui vais vous contredire, c'est un des objectifs du village, soit dit en passant, qui est effectivement d'aller plus vers le décloisonnement et la réouverture de certaines portes qui, à certains moments, ont été fermées ou... voilà. Ça fait du mal. Ça fait du mal à tout le monde. Pas seulement à la thérapie brève, d'ailleurs, je crois, à la thérapie stratégique. Je crois que ça a fait du mal aussi à certaines autres écoles de thérapie systémique, parce qu'il y a eu, certains étant plus analytiques, je dirais, peut-être, enfin, moins interventionnistes que l'approche de Palo Alto. Mais il y a eu aussi, là, après, c'est vrai qu'on est quand même dans une période où il y a cette espèce de souci d'efficacité qui est là, bon, qu'on soit pour ou contre, peu importe, mais je veux dire, n'empêche que dans l'air du temps, on est là-dedans. Et donc je pense que c'est bien de venir avec une approche qui donne une ouverture, mais il y a quand même à prendre en compte des gens qui souffrent, et donc si on peut les aider, c'est important aussi d'avoir un souci des résultats, moi je crois. Donc je trouve que c'est bien qu'il y ait ces deux aspects, qu'il y ait cette vision globale, mais qui en même temps le souci de pouvoir aider ces personnes qui ont je crois que de plus en plus performants. Donc la recherche d'outils techniques me paraît quand même importante aussi. Voilà. Une dernière question peut-être sur le futur. Vous allez fêter là incessamment sous peu vos 20 années d'existence en octobre 2007. Et comment vous imaginez les 20 années futures? Comment j'imagine? Moi j'espère en tout cas qu'il y aura d'une part vraiment une entrée plus grande de cette approche dans le domaine de la psychiatrie, où je pense que vraiment la grande misère psychologique, la plus grande partie de la misère psychologique des gens, c'est là qu'on la trouve. Je crois qu'il y a encore beaucoup de laissés pour compte de notre société dans ces hôpitaux-là. Que c'est aussi le milieu dans lequel la chimiothérapie, la pharmacologie apporte beaucoup de réponses, mais à mon sens, il y a d'autres réponses à apporter à cette souffrance psychologique. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une entrée de plus en plus importante de cette approche systémique et de ces techniques d'intervention dans le milieu de la psychiatrie, ça c'est une chose.
je pense que ça peut se répandre un peu partout. Je crois que si on peut donner... Il y a aussi beaucoup de souffrances relationnelles. Enfin, c'est une société où je dis, ils sont je crois que la plupart des gens sont en attente d'une vision qui va plus prendre en compte la relation. Que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les hôpitaux, pas seulement psychiatriques, mais services d'urgence, où il y a des gens qui arrivent, où il y a des familles qui sont complètement démunies là, et où il faut apporter des réponses, et où l'acte technique, bien entendu, est essentiel, mais l'aspect relationnel est aussi important, bien entendu. Et je pense que si cette approche peut entrer, que ce soit par nous, par l'Institut Bateson, ou par d'autres écoles de systémique, peu importe, je dirais. Mais donc, moi, en tout cas, j'aimerais qu'on contribue à ça, qu'on contribue à faire connaître, à montrer qu'il y a d'autres manières de voir les choses, qu'il y a des manières plus respectueuses, je crois, des gens d'intervenir. Je pense que voilà, si on peut continuer à répandre ça dans ces différents milieux, je crois que ce serait, pour moi, en tout cas, j'aurais l'impression d'avoir une vie bien. Notre rêve, qui pour le moment il est peut-être loin de se concrétiser, c'est le fait de peut-être renouer un peu ces conférences ici et de pouvoir reparler de l'évolution du système avec des personnes qui seraient encore une fois des biologistes, sociologues et pouvoir peut-être voir ce qu'on peut se réapporter après toutes ces années depuis les conférences ici, c'était dans les années 40. Donc c'était les conférences qui ont donné naissance à la cybernétique. Quand même, et de voir si ces dialogues nouveaux peuvent donner de nouvelles pistes, parce que nous avons des sacrés défis au niveau mondial, certainement au niveau social, mais aussi au niveau de tout ce qui est l'écologie, etc. Et de voir quelles sont les possibilités et comment on peut réutiliser la communication, les connaissances et la communication pour pouvoir... J'ai l'impression qu'on est quand même assez proche des mouvements, enfin, des idées écologiques. Moi, je pense que Bateson appelait son bouquin vers une écologie de l'esprit, et je crois que vers une écologie des relations humaines, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ça veut dire que ça a autant à voir avec ce qui se passe dans les entreprises, que dans les écoles, que dans les institutions, quelles qu'elles soient, même que dans les administrations, je dirais. C'est juste cette autre manière de voir comment des groupes peuvent fonctionner, remplir des missions, être efficaces dans leurs missions, parce que je crois que c'est une donnée importante, mais pas au détriment de certains aspects essentiels de la vie humaine. Je pense que on est quand même dans une approche où, quand on va en France maintenant, avec l'arrivée de Sarkozy, on va aller vers probablement plus de soucis d'efficacité. Je crois que si la systémique n'est pas présente pour un peu montrer que ça peut avoir des conséquences aussi et qu'on a intérêt à tenir compte de ces effets potentiels avant de se lancer dans des voies qui vont être des impasses ou des cul-de-sac ou qui vont laisser beaucoup de gens dans la marginalité ou en perdition. Moi je crois ce serait bien qu'on puisse vraiment sensibiliser de plus en plus les gens à cette vision des choses. On va essayer de le faire. Eh bien, c'est là-dessus que je vous propose de clôturer. Je vous remercie, M. Jean-Jacques Wittezel. Merci, Teresa Garcia, et bonne continuation. Merci beaucoup.